Bonjour à toutes et à tous. Donc, je dois faire la conférence inaugurale. Bon, voilà, c'est pas tout à fait dans mes habitudes, mais je vais tâcher de m'y plier. Alors, je voulais parler de sortir du remarquable, oui, mais jusqu'où? Alors, je qualifierais de remarquable des territoires, des milieux et des espèces qui ont été distinguées parmi d'autres et dont il a été décidé de prendre particulièrement soin. Il s'agit donc d'espaces et d'espèces pour lesquels les pouvoirs publics ont mis en place des dispositions juridiques et réglementaires exorbitantes du droit commun et qui ont de ce fait été l'objet de pratiques de gestion spécifiques. Je qualifierais à l'inverse de nature ordinaire ou banale les espaces et les espèces dont on ne prend pas particulièrement soin, qui sont soumises au droit commun et ne bénéficient pas d'un statut de protection spécifique. Alors on peut dire que tout commence par la protection de la nature remarquable. On a longtemps considéré que respecter la nature, c'est protéger les milieux qui étaient encore sauvages des interventions et des activités humaines. Ce fut le point de vue des préservationnistes américains qui entendirent dès la fin du XIXe siècle préserver la wilderness, ces forêts primitives qu'ils trouvaient sublimes. En fait, cette nature que les pionniers avaient trouvée si sauvage était une nature ensauvagée, en raison de l'effondrement des populations amérindiennes, ravagées par les épidémies que leur avaient apportées les premiers Européens avec lesquels elles avaient été en contact. Bien qu'illusoire, la préservation de la wilderness fut le modèle de la politique de protection de la nature que les pays occidentaux ont imposée à leurs colonies au début du siècle suivant. Mais la préservation du sauvage a aussi servi de modèle dans les pays de vieille civilisation agraire, comme l'Europe, l'Asie mineure, le nord de l'Afrique et la Chine, où il ne restait plus que de rares refuges ayant l'apparence de la wilderness. Ce modèle américain a été contesté. Dans les pays tropicaux, d'abord, parce qu'il tendait à éliminer ou à déplacer de force des populations autochtones dont les forêts étaient les milieux de vie. Enfin, ce modèle se focalise sur des territoires strictement protégés, mais se désintéresse totalement de ce qui se passe partout ailleurs, dans les vastes régions utilisées par l'agriculture ou soumises à une urbanisation proliférante. Drôle de protection de la nature que ce modèle qui laisse faire n'importe quoi sur l'essentiel du territoire. En Europe, la protection de la nature, jusqu'à la fin du XXe siècle, consistait en deux types de mesures. D'une part, des territoires plus ou moins étendus ont été jugés dignes de bénéficier d'un statut juridique protecteur, soit parce qu'ils étaient considérés comme des hauts lieux de la naturalité, équivalent de la wilderness si on avait quelque peu d'imagination, soit en raison de leur richesse en espèces diverses, ce que l'on va nommer plus tard les hotspots de la biodiversité. D'autre part, le Mercantour, c'est les deux. C'est un hotspot de la biodiversité du sud de l'Europe. D'autre part, des espèces reconnues comme menacées de disparition, au moins locales, ont été protégées par une réglementation très stricte. Il s'agissait d'espèces connues, dont l'évolution des effectifs était bien documentée. Il a donc échappé les espèces tout aussi menacées mais non identifiées, ou dont on ne connaissait pas l'évolution. Et elles sont fort nombreuses, même sans compter les micro-organismes qui occupent les sols et les océans. Bref, la protection concernait des espèces qui avaient été remarquées par les communautés de naturalistes et qu'une loi a décidé d'inscrire sur une liste limitative d'espèces protégées. Dans certaines situations, l'avenir de ces espèces est menacé par des prélèvements excessifs, mais ce qui rend la plupart d'entre elles vulnérables relève bien plus de l'altération ou de la disparition des habitats dont elles dépendent,
et pour certaines d'entre elles de la guerre chimique que l'agriculture productiviste leur a déclarée ou a déclarée à leur proie. Bien plus de ça que des prélèvements intempestifs opérés par la chasse, la cueillette, la pêche ou la simple malveillance. C'est pourquoi des espèces ont été protégées. Ainsi, la présence d'une espèce protégée justifie dans le Code de l'environnement français que soit pris un arrêté de biotope assurant une protection de son habitat. L'arrêté de biotope interdit toute modification de l'état des lieux et ce statut suit le territoire considéré lors de tout changement de propriétaire. Quand un espace comporte plusieurs espèces protégées ou des habitats remarquables et menacés, il est aussi possible, selon une procédure bien plus longue que l'arrêté de biotope, d'en faire une réserve naturelle nationale ou régionale. Enfin, les sites Natura 2000, en application de la directive Habitat, sont établis après inventaire et études à partir d'une liste limitative d'habitats que la communauté scientifique impliquée a jugé dignes d'être protégés. Donc qu'il s'agisse d'espaces ou de milieux, on a donc protégé une nature remarquable, une nature remarquée. Plus récemment, l'adoption de la biodiversité comme norme de la protection de la nature et la prise de conscience de son érosion généralisée ont invité à sortir du remarquable. S'agissant des espèces, la protection s'est élargie de la seule extinction d'un nombre limité, quoique beaucoup trop important, d'espèces bien identifiées, au déclin des effectifs d'un nombre considérable d'espèces banales. Or, au même titre que la disparition d'une de ces populations locales et la réduction de son aire de répartition, le déclin des effectifs globaux d'une espèce a pour conséquence une diminution de sa diversité génétique, ce qui tend à diminuer ses capacités d'adaptation par sélection naturelle. Comment justifier que soit portée atteinte aux diversités génétiques et spécifiques qui sont à la fois le résultat de la sélection naturelle et la matière sur laquelle elles travaillent? Ce qui est à préserver dans la biodiversité, comme le remarquait Patrick Blandin, c'est conjointement un héritage et un potentiel évolutif. Prendre soin de la nature revient alors à tenter d'enrayer cette érosion. Il en est résulté une plus grande ambition de la protection de la nature, puisque se préoccuper de la biodiversité suppose de se soucier de la nature ordinaire, celle que les hommes côtoient au quotidien, celle qu'ils mettent en valeur, qu'ils altèrent, qu'ils détruisent parfois, dans les campagnes, aussi bien que dans les espaces urbains et périurbains. Il s'agit donc de prendre soin de la nature ordinaire et tout autant de la nature invisible, par exemple le plancton ou les micro-organismes du sol dont on s'est très peu occupé pendant très longtemps. Mais cet investissement de la biodiversité des espaces communs a un revers. Ayant étudié les usages, ces usages dans les discours politiques et administratifs, Patrick Blandin se demande dans un article intitulé « La biodiversité, substitut technocratique de la nature ?» si la biodiversité n'est pas devenue le mot de passe entre le monde de la science et celui de la gouvernance. Sont alors réunies, selon lui, les conditions pour que se développe une technocratie de la biodiversité. Nous connaissons tous cette dérive technocratique de la gestion de la biodiversité, dont témoigne en particulier la multiplication des plans de gestion, des chartes, des documents d'objectifs et la longueur des documents fournis, surchargés de tableaux et de chiffres et de courbes, et plus ou moins lisibles lorsque l'on n'est pas de la partie. Plutôt moins lisible que plus. À ce sujet, juste une petite anecdote, oui, j'ai peut-être le temps. J'ai fait une enquête une fois auprès d'agriculteurs qui portaient justement les éleveurs et la biodiversité. Et on s'était dit, si on parle de biodiversité,
Ils risquent de pas très bien comprendre, donc on les faisait parler de la nature. Ils parlaient plein de nature, celles qu'ils aimaient pas, etc. Puis à la fin de l'entretien, en disant « et la biodiversité ?» Et la réaction était un peu difficile. Des fois, il y avait qui disaient « oh ben moi je suis en agriculture bio ». Bon ben, hein, oui, oui, d'accord, mais c'est pas la biodiversité quand même. Et j'ai eu quand même 5 ou 6 réactions extraordinaires qui disaient « ah, m'en parlez pas, mon pauvre monsieur, la biodiversité, c'est de la paperasse ». Ben oui, la paperasse, ça veut dire qu'il répondait à des trucs européens. Et il y en a même un qui m'a dit... C'est aussi un peu des subventions. Comment ? C'est aussi un peu des subventions associées à la paperasse. C'est ça. Qui m'a dit, ah écoutez, ça, demandez à ma femme, c'est elle qui s'occupe des papiers. Bon, voilà. Cette dérive technocratique est encore plus accentuée au niveau international. L'érosion de la biodiversité fait l'objet d'un formidable déploiement d'outils d'évaluation et de gestion. La génétique à haut débit et les big data rivalisent avec les radars, sonars et satellites pour connaître la distribution du vivant sur le globe et pour maîtriser son évolution au niveau planétaire. Or, si ce déploiement a permis la multiplication des rapports de l'UICN, de l'IPBES ou d'autres institutions compétentes, s'il a permis de lancer des alertes sur l'état du monde au niveau planétaire, il est certain qu'il n'existe à ce niveau ni décision démocratique, ni d'autorité capable d'imposer des orientations et de sanctionner les États qui s'en dispenseraient. En outre, les inventaires sous forme de big data conçoivent la biodiversité comme la répartition d'un stock d'espèces présentes dans différents milieux. Mais les interactions entre ces espèces et entre les groupes fonctionnels qu'elles forment, c'est pas le stock d'espèces, c'est ça qui permet de savoir comment fonctionne la biodiversité et pas le stock d'espèces. La logique comptable qui préside à ces big data ne prend pas en compte les dynamiques naturelles. Elle ne se focalise que sur le stock. Il n'est pas possible d'élaborer de solutions capables d'enrayer l'érosion de la biodiversité dans la diversité des situations où il est possible d'intervenir. La biodiversité sombre au niveau planétaire dans une technocratie qui n'a aucun effet sur le cours des choses et ne fonctionne que pour s'auto-reproduire. Biodiversité et naturalité. Le souci de la diversité biologique conduisant en pratique à un parti pris gestionnaire et technocratique, de nombreux militants de la protection de la nature estiment que gérer la biodiversité n'est qu'une nouvelle forme de domination de l'homme sur la nature et que le souci de la biodiversité n'épuise pas ce qu'il y aurait à respecter dans cette nature. Protéger la nature, selon eux, c'est lui ficher la paix, la laisser reprendre ses droits partout où la déprise agricole conduit à un ensauvagement du paysage. À côté des territoires mis en valeur et des espaces protégés où l'on gère la diversité biologique, il y a place pour des milieux abandonnés, seule dynamique naturelle, dans les forêts inexploitées, les espaces agricoles ou pastoraux délaissés, les friches industrielles, et puis tout ce que Gilles Clément appelle le tiers-paysage. C'est un point de vue qui mérite d'autant plus attention que, finalement, la nature laissée à sa spontanéité sait faire de la diversité aussi bien que ne le font les humains quand ils agissent avec perspicacité. Enfin, aimer le sauvage, aimer cette nature spontanée, imprévisible et insoumise, c'est préserver le sauvage qui est en nous. Cette aspiration à la liberté qui est commune à tous les êtres vivants. C'est ce qu'illustra Henry David Thoreau dans Walden ou la vie dans les bois. Aimer le sauvage, c'est refuser d'être soi-même domestiqué et dominé par d'autres humains. C'est ne pas accepter la soumission. Dans ce refus de la domination, Thoreau se proclama hostile à l'esclavage
et au sort que ses concitoyens réservaient aux Amérindiens, et s'opposa à la guerre contre le Mexique. Dans son refus de la soumission, il écrivit la désobéissance civile. Si nombre de ces protecteurs de la nature considèrent, comme le firent les pionniers de la protection de la wilderness, que le sauvage est la quintessence du naturel, et s'ils réprouvent la dérive technocratique à laquelle a conduit la gestion de la biodiversité, leur intérêt s'est depuis quelques années déplacé de la naturalité des États, donc de milieux particulièrement naturels, à celle des processus, de ce qui peut ressembler à de la wilderness, à la nature férale. Or, si les milieux peu anthropisés ou délaissés depuis suffisamment longtemps pour avoir un fort aspect de naturalité sont très rares sous nos climats, et par cela sont remarquables, quoi de plus banal que la nature férale? Elle s'étend dans les campagnes du fait de la déprise agricole, de l'abandon de peuplement forestier trop exigu pour que l'exploitation soit rentable, mais aussi dans les milieux urbains et périurbains, avec les friches industrielles qui se multiplient et les friches urbaines. Là aussi, on tend à sortir du remarquable. Alors, en conclusion, sortir du remarquable, oui, mais pas tout à fait. D'abord, prendre soin de la nature ordinaire n'implique pas pour autant qu'il faille abandonner les parcs, les réserves et les espèces bénéficiant d'un statut de protection à leur sort. De même, si l'on s'entend pour ficher la paix à la nature férale, ce n'est pas une raison pour ne pas protéger les milieux dont le fort degré de naturalité pourrait être menacé. Bien plus, sortir du remarquable se heurtera à des difficultés tant pratiques que politiques, si bien que tout en ayant l'ambition de maintenir dans les espaces ordinaires un niveau de biodiversité supérieur à l'actuel, il faudra bien utiliser les mesures de protection du remarquable. Les territoires ordinaires sont gérés par des services administratifs, agriculture, transport, urbanisme, équipement, qui n'ont absolument pas la culture requise pour limiter l'érosion de la biodiversité et qui l'acquerront au mieux qu'à la génération suivante. En attendant, ils ne feront pas grand cas de la protection de la nature, et celles et ceux qui la promeuvent, ils seront souvent perçus comme des empêcheurs d'investir en rond. Par exemple, la transition vers une agroécologie se heurtera nécessairement, et se heurte bien évidemment déjà, à l'opposition farouche du principal syndicat d'exploitants agricoles, qui depuis 4 bonnes décennies est converti aux bienfaits de l'agriculture productiviste. Elle se heurtera à tous les acteurs économiques de l'agrobusiness. Alors, ce n'est pas demain que le ministère de l'Agriculture se libérera de l'emprise culturelle et politique de ses organisations professionnelles et de ses lobbies. En attendant une évolution de la culture écologique et technique des autorités, ou un rapport de force plus favorable à ceux qui veulent œuvrer en faveur de la biodiversité ou laisser des espaces en friche, en libre volition, il faudra bien, si l'on entend suivre l'invitation à intervenir dans les campagnes intensivement mises en valeur, dans les espaces périurbains, dans les complexes industriels et les villes, il faudra bien utiliser les dispositifs législatifs et réglementaires existants pour parer au plus pressé. Il faudra toujours donc ruser, même dans les espaces de nature banale, en utilisant les moyens juridiques mis en place pour protéger la nature remarquable. Ça me fait penser par exemple à ce vallon écologique qui est devenu un vallon boueux du parc de la Courneuve, parce qu'on y a trouvé du crapaud calamite. Grâce à ça, il y a eu un arrêté de biotope, un projet d'autoroute de retrait d'autoroute a été bloqué, et puis, avec l'accord de la municipalité, ils se sont lancés dans un vallon géré de façon écologique. Bon, pourquoi pas? Vive le crapaud calamite et le scarabée pique-prune, etc. Voilà. Remarquons enfin que se préoccuper de la nature ordinaire,
qu'elle soit exploitée ou férale, suppose de demander à tous ceux qui l'utilisent ou la fréquentent de s'entendre sur le monde qu'ils veulent vivre et le monde qu'ils veulent côtoyer. Alors, c'est fini. Sur le type de milieu dans lequel il leur paraîtrait souhaitable de se trouver. On ne saurait se préoccuper de cette nature ordinaire sans assurer les décisions à prendre sur une démarche démocratique. Pour parvenir à négocier des objectifs concernant la diversité biologique ou de laisser sur le long terme des espaces en libre évolution, il faut donc prendre en considération les contraintes qui pèsent sur les gens du lieu, mais aussi leur savoir et leur savoir-faire. Même si des avancées ont été opérées récemment, c'est une attitude qui n'est guère habituelle tant auprès des gestionnaires et agents du ministère de l'Environnement que des naturalistes et des militants. Prétendant appuyer leurs propositions sur une science, l'écologie, l'éthologie, la géographie, etc., ils ont une certaine tendance à négliger les représentations locales, à se méfier des savoirs vernaculaires, parfois même à les mépriser quelque peu. La co-construction d'objectifs de gestion de la biodiversité, aussi bien que l'acceptation de laisser des territoires en libre évolution, suppose donc des pratiques participatives, bottom-up, comme on dit en anglais, alors que la plupart des fonctionnaires et chargés de mission de l'environnement ont été, comme dans les autres domaines, sélectionnés sur leurs compétences technocratiques et donc sur leur excellence dans le top-down. Avec l'ambition de se préoccuper de la nature ordinaire, habitée, exploitée ou férale, on a de bonnes raisons de se donner pour perspective de sortir du remarquable, mais outre que cela ne pourra se produire qu'à l'issue d'une transition assez longue, on ne pourra pas y parvenir tout à fait. Je vous remercie. Merci. Merci Raphaël. Alors, je vous livre une réflexion qui est arrivée, qui s'adresse à vous, mais aussi aux organisateurs du colloque. Je vous la livre telle que je la lis. Personnellement, l'expression de nature ordinaire, entre guillemets, me laisse toujours perplexe et insatisfait car il a une connotation peu valorisante. Je ne pense pas que la nature soit, entre guillemets, ordinaire. Je propose donc de supprimer ce qualificatif. Bon, pour les 2 jours qui viennent, ça ne va pas être le cas, parce que c'est le titre du colloque. Donc je propose donc de supprimer ce qualificatif qui est opposé à celui de nature extraordinaire ou remarquable, comme le dit Raphaël Larère, qualificatif qui correspond en général à soit des espaces évalués comme présentant des enjeux de conservation élevés, par exemple, on a parlé du crapaud calamite, habitant des espèces endémiques d'un territoire restreint, ou bien des espaces menacés par les activités humaines, abritant aussi des espèces menacées selon les critères de l'UICN, ou encore des espaces protégés selon des statuts de protection variés plus ou moins forts. Pourquoi ne pas utiliser ces qualificatifs plus précis pour la nature considérée comme non ordinaire et donc bannir ce thème d'ordinaire? Non, moi je trouve, enfin, je ne vois vraiment pas en quoi l'ordinaire serait quelque chose de dévalorisant, au fond. La personne qui pose cette question, elle a une vie ordinaire, je suppose. C'est pas bon. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir par ailleurs, mais elle a aussi une vie ordinaire, et sa vie ordinaire est tout aussi intéressante et tout aussi riche que sa vie dans le poste qu'il occupe. Hein. Moi, je n'ai aucun mépris pour l'ordinaire, je n'ai aucun mépris pour la banalité. Très bien. Autre question, quel lien peut-on faire entre sauvage et ordinaire? Sont-ce des figures de la nature systématiquement opposées? Ou peut-on penser que l'un des apports de la référence à la nature ordinaire est de repenser la notion de sauvage et notamment la revaloriser? Oui. Vous avez aussi introduit la notion de féral, oui, qui est peut-être... C'est une revalorisation
renouveau, je dis, du sauvage, hein, de la pensée du sauvage qui est effectivement à l'œuvre. Je pense principalement en réaction contre la dérive technocratique de la gestion de la biodiversité, mais pas uniquement. Aussi, il faut dire que la nature sauvage, le fait qu'on ne sait pas exactement ce que va devenir un espace qui a été abandonné depuis quelque temps, c'est quelque chose d'assez passionnant, scientifiquement. Et je connais plein de scientifiques qui ne sont pas forcément des protecteurs et des défenseurs du sauvage, mais qui considèrent que ça serait vraiment très intéressant de laisser le maximum de lieux où la nature serait en libre évolution. Deux dernières remarques rapides, mais qui n'appellent pas forcément de réaction. C'est la vie qui est extraordinaire, la nature n'en est que le résultat, c'est le vivant qui doit être sacré. Et puis, une autre remarque, le vivant n'est-il pas en soi aussi ordinaire que remarquable? Voilà un sens de la synthèse qui nous permet de conclure brillamment cette première séquence de ce colloque. Oui, pardon, on n'aura pas le temps, non, on n'aura pas le temps d'une intervention ici. On va donc passer tout de suite, merci beaucoup Raphaël,